Eh ben, bonjour tout le monde. On reprend donc la suite là, des webinaires et examens cliniques. Donc on a déjà engagé ensemble plusieurs sessions là. Donc dans une première session sur comment exploiter pas mal de données sur la Prescam. On a bien épluché des choses sur la première session. Deuxième session plutôt sur l'anamnèse et sur l'examen sur table. Et ensuite troisième session sur l'analyse statique et l'analyse dynamique. Donc là, l'examen clinique n'est toujours pas fini, hein. On va se rendre compte qu'on a des choses à contrôler également sur la Prescam, si on suit l'examen clinique qu'on a fait avec mon collègue Alexandre la dernière fois. Donc là, on va avoir des choses à contrôler sur la Prescam qu'on ne pourra pas voir avec ses propres yeux. Donc, je vais m'expliquer un petit peu. Si on résume un peu ce qu'on a vu avec notre collègue Alexandre au cours de ces deux sessions d'examen clinique, on avait vu pendant l'anamnèse donc le sport pratiqué qui était la course à pied, avec les douleurs pendant la course à pied. On avait donc un antécédent traumatique sur le membre inférieur gauche, avec fracture tibiale, il y a une dizaine d'années. Et au niveau du motif de consultation, on avait donc des gonalgies gauche, lombalgie, relativement centrale, donc ce qui nous avait aiguillé un petit peu sur la prochaine étape de la table d'examen. On avait mis en avant précisé la localisation des douleurs avec des douleurs plutôt tibiales, périostibiales et tendon rotulien gauche, et on n'avait pas mis grand chose d'autre en avant sur la table d'examen. Par contre, sur les étapes suivantes, on avait vu pas mal de petites choses aussi sur la partie statique, notamment. On avait vu du haut traumatisme à gauche, donc une pronation bilatérale mais majorée à gauche. On avait vu aussi sur le plan statique, sur le plan transversal, une petite déviation pelvienne qui pouvait expliquer certaines lombalgies. Donc ça, c'est juste du rappel de ce qu'on avait vu, hein. Donc avec ce qu'on appelle une gyration pelvienne horaire, c'est-à-dire que le bassin vrillé dans le sens des aiguilles du montre, qui pouvait éventuellement mettre en contrainte un petit peu certaines zones musculaires, notamment lombaires. Et ensuite en dynamique, et on avait vu bien sûr que la pronation était associée quand même à un genou varum. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'attention aux hypercorrections de pronation. Il y aura bien un soutien anti-pronateur et non pas d'un soutien supinateur, pour ne pas favoriser le genou varum. Donc ça c'était des indices un petit peu, et on avait vu quoi qu'en dynamique ça se passait plutôt bien. On avait toujours ce phénomène de pronation un petit peu plus marqué sur le côté gauche, par contre pas de trouble rotationnel. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, et une bonne mobilité, une bonne réaction musculaire aussi au niveau du membre inférieur. Donc là, ça nous donne pas mal d'informations. Par contre, on va avoir des choses à contrôler sur notre plateforme aujourd'hui. Donc, si on scinde entre statique, comparaison de données statiques et dynamiques, on aura des choses à contrôler dans les trois catégories. Donc en statique, ce qu'on veut voir, c'est, je dis statique entre guillemets, parce que ça va être plutôt une acquisition posturale. On veut voir si notre déviation du bassin va induire une instabilité posturale au niveau de l'équilibre droite-gauche et au niveau des mouvements du centre des pressions. Donc, en fonction de ça, en fonction de notre première acquisition, on pourra tester des petits éléments de correction pelvienne et voir et comparer entre les deux pour voir si on a une meilleure stabilité posturale avec les corrections par rapport à l'acquisition sans les corrections. Ça va être intéressant. Donc c'est un outil, comme on l'a déjà précisé plusieurs fois, de validation, mais aussi d'invalidation de plan d'appareillage. Donc vous avez votre plan d'appareillage en tête, là déjà, à la suite de ce qu'on vient de dire. Et donc vous ne pourrez pas tester toutes les corrections mécaniques, évidemment, sur la plateforme. Par contre, toutes les corrections avec une incidence posturale, même si vous n'avez pas fait de formation posturale, hein, peu importe, à partir du moment où on fait des orthèses plantaires, on a une incidence posturale sur l'ensemble du corps. Donc s'il y a des petits éléments que vous voulez mettre en unilatéral, ça va avoir une incidence posturale, et même les éléments bilatéraux, donc ça sera intéressant de les tester. Donc ça, c'est pour la partie statique, entre guillemets, donc posturale plutôt, statique, posturale seule, comparaison d'acquisition posturale, et pour voir une amélioration de la stabilité posturale éventuellement. Donc ça, c'est pour la première partie posturale. Ensuite, sur la partie dynamique, on aura des choses aussi à contrôler. On va faire un petit peu aujourd'hui de prérequis avant d'attaquer la dynamique, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de courbes à analyser dans cet outil, et donc il faut avoir certaines connaissances quand même sur certaines courbes. Alors ce ne sera pas très long, hein, mais on va faire un petit peu de prérequis sur 2-3 courbes qui sont intéressantes. Et ensuite, on enchaînera sur l'acquisition dynamique. Et là, qu'est-ce qui va nous intéresser chez Alexandre? Est-ce que j'ai une foulée bien pronatrice majorée à gauche, ou finalement dynamique, musculairement, ça se compense pas trop mal? En termes de stabilité, puisqu'on avait vu aussi un léger manque de proprioception sur le côté gauche,
Donc en termes de stabilité des courbes, est-ce que j'ai une différence droite-gauche? Oui ou non? Donc, ça nous fait pas mal de choses à contrôler avant de valider notre plan d'appareillage final et qu'on abordera la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on verra. Donc là, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la possibilité d'avoir une acquisition webcam avec la plateforme. On l'abordera plutôt la semaine prochaine quand on abordera la partie communication avec le patient et le prescripteur. Donc on verra ça. Et puis ensuite, on discutera des différentes options que vous aurez en cabinet par rapport à comment vous travaillez. Différentes options pour préparer votre plan d'appareillage. Par rapport à vos techniques d'utilisation, on ne fera pas forcément comme moi je fais en cabinet. On fera plusieurs options en fonction des différentes options qui s'offrent à vous dans votre cabinet respectif. Voilà un petit peu la globalité. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live et non pas à la fin du live, parce que comme vous le savez, maintenant, vous êtes habitués, il y a un petit décalage entre le live et notre discours à nous. Donc si vous posez vos questions tout à la fin, on n'aura pas forcément de temps d'y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser en cours de live, qu'on puisse répondre soit pendant l'intervention, soit en toute fin d'intervention. Eh bien, on va accueillir de nouveau Alexandre. Bonjour à tous. Rebonjour Alexandre. Donc, on se sert de nouveau de toi pour faire un petit peu de testing. Donc là, comme j'ai déjà expliqué, maintenant tu es habitué, ouais. Donc là, par rapport aux différents petits éléments qu'on avait vus la dernière fois, on va devoir recontrôler certaines choses sur la plateforme. Donc on va regarder ça ensemble. Okay. Donc là, le protocole d'acquisition, je ne vous le rappelle pas, on l'avait déjà abordé ensemble lors du premier webinaire. Ceux qui n'ont pas assisté au webinaire et qui veulent se remettre en mémoire le protocole d'acquisition, c'est-à-dire comment je place mon patient dessus, comment je place les pieds, etc., etc. On l'avait abordé lors du premier webinaire, donc on va essayer de ne pas trop se répéter pour pouvoir aller un peu plus loin dans les explications. Mais n'hésitez pas à revisionner les vidéos qui sont accessibles maintenant. Ils sont accessibles, ça y est, sur notre chaîne YouTube et en l'occurrence sur l'extranet qui va être disponible. Donc, pas hésiter à aller les regarder là-dessus. Les vidéos 2, donc sur la partie 2 de l'examen clinique, vont être mis vraiment sous peu. Donc voilà, faut pas hésiter à les regarder. Ça va être en ligne. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes sur le premier webinaire sur la Prescam. Donc maintenant, c'est accessible. Donc n'hésitez pas à visionner ça. On fera quand même des petits rappels. On va dire un petit peu plus vite que lors de la première vidéo pour pas trop se répéter. Donc là, je vais juste remontrer le protocole de création de patients rapidement, comme j'ai dit, pour ne pas faire trop de doublons. Donc, vous savez qu'il y a des ponts avec certains logiciels patientèles. Donc, en cabinet, la plupart d'entre vous avaient déjà des logiciels patientèles. Donc, on vous expliquera comment faire le pont, mais vous cliquez sur le petit logo podométrie de votre logiciel patientèle. Si vous avez fait le pont entre les deux, ça va ouvrir votre Prescam avec déjà le nom, prénom, la taille, le poids et la pointure. Là, en l'occurrence, on va faire une création de patient. Donc, création de patient, comment ça se passe? Je sors un peu du champ, mais c'est pas grave, vous allez toujours m'entendre. Donc, création de patient, tout simplement, je clique sur le petit logo plus, donc je vais créer un nouveau patient. Là, je vais, bien sûr, pour paramétrer à chaque fois les capteurs, eh bien, on va rentrer taille pour la pointure. Donc, la taille, s'il te plaît. 178. Donc, quoi? 77 et la pointure 43,5. Ça, vous avez déjà tous les éléments, comme disait Thomas, sur la première partie de la Prescam, déjà enregistrée. Donc, on va un peu vite là-dessus. N'hésitez pas à revisionner ça par la suite si vous voulez plus de détails. D'accord. Exactement pareil, sur le même principe. Là, maintenant qu'on a effectué une bonne partie de l'examen clinique, quand vous êtes sur le volet examen clinique de la Prescam, vous allez pouvoir rentrer certaines données en fonction de ce que vous avez vu sur les étapes d'avant. Là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le but de ce webinaire-là. On va passer relativement vite là-dessus. Par contre, on a la prochaine session de la semaine prochaine. On va parler vraiment de communication. On reviendra un petit peu sur la personnalisation de cet examen clinique-là et voir ce que vous pouvez personnaliser à l'intérieur, comment rajouter des photos aussi à l'intérieur de vos acquisitions, etc. On fera plutôt dans le volet communication pour vraiment se focaliser aujourd'hui sur le volet vraiment analyse. Donc là, on va mettre ça. Donc on va avoir nos 4 choix d'analyse comme d'habitude, comme maintenant vous êtes habitués. Donc là, on va réaliser une acquisition posturaux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une acquisition sur un certain nombre de secondes pour pouvoir voir l'évolution de la position du centre de pression, voir comment ça se passe au niveau de la stabilité posturale d'Alexandre. Donc là, on va sélectionner posturologique. Donc pour l'instant, comme d'habitude, vous êtes habitués, il ne se passe rien à l'écran, c'est normal, ça va être un écran qui va m'aider à positionner mon patient sur la plateforme. Donc
Donc là, je vais te laisser monter dessus, s'il te plaît. Je te laisse. Tu lèves le plus droit, je vois qu'il se met tout en place. Tu lèves le plus droit, qui se met tout en place. J'essaie d'aller toucher les pieds avec les mains, là, dans les jambes tendues. Donc là, on fait un exercice de souplesse, c'est-à-dire il va chercher les pieds avec les mains en gardant bien les jambes tendues, il se redresse, tout ça comme une tare de balance pour remettre un peu les chaînes musculaires à zéro. On se relâche bien, il regarde bien droit devant, et on va lancer l'acquisition sur un nombre de secondes donné. Donc là, par défaut, comme j'avais précisé lors du premier webinaire, par défaut, on a 30 secondes. 30 secondes, c'est un temps d'acquisition qui est quand même très long. Donc on va diminuer ce temps d'acquisition entre 10 et 15 secondes, 20 secondes maximum. Là, pour la démo d'aujourd'hui, on va faire 10 secondes. Donc, tu auras bien droit devant toi, tu relâches bien les bras, et on est parti pour 10 secondes. Bien le regard à l'horizon. Ok. Alors, donc là, comme d'habitude, les premières choses à faire, c'est de recentrer l'image à l'intérieur du cadre et de replacer la ligne blanche avant de commencer à analyser un petit peu l'acquisition. Donc là, pour une démo comme ça, notre patient le fait descendre de la plateforme, c'est pas un souci, parce que le temps que je vous explique certaines choses, c'est plus long que quand vous ferez ça en cabinet. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous exercez en cabinet et que vous voulez vraiment contrôler dans la foulée votre plan d'appareillage, parce que votre plan d'appareillage, vous l'avez déjà en tête à cette étape-là de votre examen clinique. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est que vous faites monter votre patient sur la plateforme, vous lancez votre première acquisition, vous analysez un petit peu les données que vous voulez analyser en fonction de ce que vous avez fait à l'examen clinique, et dans la foulée, vous testez votre plan d'appareillage avec le patient dans la même position sur la plateforme. Ça évitera de le faire descendre et remonter sur la plateforme, et donc potentiellement d'avoir une différence de données juste par rapport au positionnement du patient sur la plateforme. Donc ça, c'est comme ça que je vous conseille de procéder sur le protocole d'acquisition. Et une fois que vous aurez fait vos deux acquisitions, vous allez pouvoir comparer vos deux acquisitions. Donc là, qu'est-ce qu'on va contrôler? Alors, on va recentrer déjà l'image. Donc là, on a recentré légèrement l'image. Donc mes collègues là, sont en train de faire des petits réglages pour qu'il y ait un petit peu moins de reflets, donc ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc là, on a recentré l'image et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails de l'analyse par rapport à notre patient, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait vu. On avait vu une petite pronation avec un genou varum. Il faut qu'on contrôle l'empreinte des points de pression. Donc ce n'est pas une empreinte de contact, c'est une empreinte des points de pression qui va confirmer ou infirmer cette première supposition-là. Et en général, ce qu'on observe là-dessus va aussi nous apporter des informations nouvelles pour notre examen clinique qu'on n'avait pas forcément vu lors de notre examen clinique, surtout si vous travaillez en pluripro. Donc là, si je rentre dans le détail un petit peu, si on voit l'image ici, ce qu'on peut voir au niveau de l'empreinte et des pressions au sol, c'est qu'on a un manque de pression. Là, vous voyez bien à l'écran, on a un manque de pression au niveau de la première tête métatarsienne. Donc on a la première tête métatarsienne qui n'exerce pas suffisamment de pression au sol à gauche par rapport au pied droit. On voit bien ici, c'est-à-dire que vous avez l'échelle des couleurs là, de pression ici sur votre droite. Donc vous avez moins de pression sur le premier rayon ici à gauche par rapport au premier rayon ici à droite. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous aviez pas observé spécialement de différence de mobilité au niveau du premier rayon, ben c'est le moment de recontrôler. Peut-être que vous êtes passé au travers en passant un petit peu vite, parce qu'on ne peut pas tout voir, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas tout voir au cours de notre examen clinique. Ça va nous apporter des choses nouvelles qu'on va intégrer de nouveau à notre examen clinique. Donc on avait vu lors de l'anamnèse avec Alexandre lors du premier webinaire que la dernière consultation d'ostéo datait d'un petit moment, je crois que c'était quoi, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Donc là, c'est ce genre de situation, on ne se pose pas de questions, on préfère travailler en pluriprofessionnel pour avoir un échange avec d'autres praticiens. Donc là, si on a un petit doute sur certaines zones de mobilité, notamment le premier rayon qui est très important à la course à pied, eh bien, on va renvoyer un ostéo et on pourra refaire une acquisition de contrôle derrière et comparer deux acquisitions avant et après l'ostéo pour voir s'il y a une différence. Donc ça va être important.
plutôt que de redonner systématiquement de l'appui au premier rayon, pour gagner en stabilité de foulée, n'oubliez pas quand même de envoyer un ostéopathie avant, et souvent on a quand même des différences assez importantes. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit là sur l'empreinte. Deuxième chose qu'on voit, qui encore favorise un peu le discours qu'on vient d'avoir, c'est qu'on a également une perte de pression au niveau du cuboïde gauche. Donc est-ce qu'on a un lien? Alors moi je ne suis pas ostéopathe, on a des connaissances parce qu'on travaille en consultation pluridisciplinaire en maison de santé avec des ostéos, mais là ce qu'on voit, c'est qu'on a une perte de pression au niveau du premier rayon gauche, une perte de pression au niveau du cuboïde gauche. Donc là, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux? C'est une possibilité non négligeable, donc il faudra voir ça avec vos collègues ostéos. Ça, c'est pour la partie point de pression et forme de l'empreinte. Ensuite, sur la partie répartition des points de poussée, c'est-à-dire répartition du poids à droite et à gauche, en fonction de la position du bassin qu'on avait repéré ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un poids plus important sur le côté droit, c'est-à-dire qu'on a 55% de la poussée qui s'effectue sur le côté droit, ce qui traduit en poids nous donne 42 kg à droite pour 35 kg à gauche. Donc ça, sur votre patient, vous l'expliquez comme ça avec les kilos, donc ça vous fait quand même 7 kg de plus sur le membre inférieur droit. Donc ne pas oublier qu'on a une incidence globale, c'est-à-dire que c'est une globalité. Donc il faut essayer de regarder les relations de cause à effet aussi que vous pouvez avoir entre la conduite antalgique, ce qu'on appelle conduite antalgique, c'est-à-dire le corps va éviter une zone par contrainte ou par douleur. Donc c'est une possibilité aussi par rapport aux contraintes qu'on observe ici sur le pied gauche. Est-ce que le corps il sait qu'il y a une contrainte à ce niveau-là et qu'il l'évite en mettant plus de poids à droite? C'est une question qu'on doit se poser également. Ça ne nous empêchera pas de faire des tests de correction, mais c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Donc là, on a 7 kg de plus sur la jambe droite. On sait qu'on avait le bassin qui était vrillé dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, si vous avez un peu de connaissance en termes de correction, on va appeler ça posturale, ou des corrections un petit peu pour essayer d'équilibrer cette répartition de poids, vous savez que toute correction, ce qu'on appelle unilatérale, c'est-à-dire que vous mettez que d'un côté, va avoir tendance à pousser le poids au côté opposé. Donc là, on a des armes pour ça, du coup, puisqu'on a vu des déviations un petit peu pelviennes, on va pouvoir tester des corrections pelviennes pour essayer de rééquilibrer cette position droite-gauche. Donc tout élément mis d'un côté va avoir tendance à pousser la répartition du côté opposé. Donc là, ce qu'on va chercher à faire dans ce cas-là d'Alexandre, c'est de placer une correction sur le côté droit pour rééquilibrer la poussée entre le pied droit et le pied gauche. Et donc sur une gyration pelvienne horaire dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité de correction sur le côté droit? On va pouvoir mettre un élément sous la styloïde qui va basculer le poids côté gauche pour le coup et qui va pousser l'hémibassin droit. Donc on va avoir tendance à dévriller légèrement le bassin. Alors, on n'a pas validé encore la correction ensemble. On va pouvoir la tester et voir la différence entre sans la correction et avec la correction. Est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on invalide la supposition de correction? Donc, pour rester dans cet exemple-là avec le bassin vrillé dans le sens des aiguilles d'une montre, si on a vu la répartition de poussée plutôt à gauche, là, à ce moment-là, on aurait testé un plan d'appareillage différent, dans le sens où on aurait mis plutôt une correction sur le côté gauche. Donc, une correction sur le côté gauche pour limiter le bassin qui se vrille dans le sens des aiguilles d'une montre, on aurait mis plutôt là un élément sous capital total gauche, c'est-à-dire un élément sous les têtes métatarsiennes gauche. Okay. Donc là, on parle d'éléments l'un comme l'autre, sur des épaisseurs de 2 mm durs, parce qu'on va avoir une incidence posturale, donc il ne nous faut pas du mou, il faut que dans 6 mois, on ait toujours ces 2 mm là. Donc soit 2 mm sur le côté gauche, on va avoir tendance à dévriller, soit 2 mm sur la styloïde droite, on va avoir tendance à pousser l'hémibassin droit, et donc si on a 50-50 en termes de répartition de poussée, on va mettre les deux éléments. Si on a plutôt une poussée sur le côté droit, on va mettre que le sous-stylo. Si on a une poussée plutôt que sur le côté gauche, on va mettre que le sous-capital total gauche. Ok, donc j'espère que ça a été clair. C'est juste un exemple de plan d'appareillage. Vous avez sûrement d'autres éléments de correction dans vos tiroirs de caisse à outils que vous utilisez chez vos patients. Testez-les. Si les corrections sont différentes, tant mieux. Il n'y a pas une solution pour chaque patient, il y a plusieurs solutions en fonction de vos approches, vos formations que vous avez fait dans le passé. Et gardez en tête que vous pouvez les tester sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on va contrôler d'autre ici aussi? On va se rendre compte là que la position du centre de pression là au milieu, il est un peu rétro-poussé également. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est un peu trop en arrière. Et du coup, ça explique le phénomène d'hyperpression qu'on a au niveau des talons. Donc, soit ça,
ça dépend du chaussage du patient, toujours une relation avec le chaussage. Si j'ai là je parle de quotidien, pas forcément de course à pied. Si j'ai un chaussage avec très peu de talons, et bien là je vais pouvoir tricher avec ma semelle en rajoutant une talonnette bilatérale pour avancer un petit peu le centre de pression et du coup avoir une meilleure répartition des pressions entre le talon et l'avant-pied. En sachant que c'est toujours chercher une corrélation avec le motif de consultation qui du coup aujourd'hui ne colle pas trop, parce qu'on a plutôt une gonagie gauche, on a plutôt une lombalgie. Est-ce que ça vient de ça? Je ne suis pas certain. On va éviter d'aller vers l'hypercorrection. On ne va pas corriger tout ce qu'on voit. C'est à vous de faire le tri dans les informations sur ce qui est lié au motif de consultation ou ce qui potentiellement fera de la prévention sur plus tard. Donc, on y va modérément sur les corrections dans un premier temps, quitte à augmenter dans un deuxième temps. Ça, c'est l'approche que j'ai moi. Quoi d'autre ici? Donc, si on fait un petit rappel, là, on a analysé donc, la forme de l'empreinte, les répartitions des points de pression entre le côté gauche et le côté droit, la position du centre de pression, les mouvements de centre de pression maintenant, comme je vous ai dit, pour essayer d'améliorer la stabilité posturale. Je ne vais pas les analyser maintenant, parce que brut, ils ne vont pas m'apporter grand-chose. Brut, je ne vais pas vous dire, bah, tiens, à partir de tant de données, c'est stable ou c'est instable. Non, ce qui va nous intéresser, ça va être de comparer avec quelque chose d'autre. Et plus on a des chiffres, donc ce qu'on appelle l'analyse de la trace, c'est les mouvements du centre de pression pendant 10 secondes, plus on a des chiffres qui sont bas, plus on a une stabilité, plus on est stable posturalement. Donc là, on va pouvoir tester une solution d'appareillage et voir si on a augmenté la stabilité posturale, oui ou non. Pour vous aider aussi, on a aussi une partie, vu qu'on a fait une acquisition sur 10 secondes, on a évidemment une partie graphique aussi qui est disponible, parce qu'on a une acquisition sur 10 secondes. Donc ça, je vais vous montrer ça, cette option. Vous avancez d'un cran dans le logiciel, vous étiez dans l'analyse ici, vous avancez d'un cran, vous allez dans le graphique. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est ce qui nous explique quand je reviendrai sur le petit cadran tout à l'heure. Donc ça nous permettra de ne pas forcément tout interpréter, ça nous permettra de faire un petit peu le tri dans les informations qu'on reçoit, surtout dans le cadre d'une démo comme ça, quand on sort du cadre d'une consultation clinique en cabinet. Donc on voit souvent des petites interférences, on va dire. Là, ce qu'on voit, c'est le premier graphique, les évolutions des déviations latéraux-latérales, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des mouvements du bassin dans ce sens-là. Deuxième graphique, déviation antéro-postérieure, c'est les mouvements, je me mets de profil, avant-arrière. Donc en mouvement avant-arrière. Donc le premier, ça va être le plan frontal. Deuxième, plan sagittal. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois des choses importantes et intéressantes. Je vois qu'il y a eu un gros mouvement postérieur, là, à un moment donné d'acquisition, au centre du graphique ici. Donc il y a un gros mouvement postérieur qui justifie le fait que j'ai mon centre de pression qui soit plutôt postérieur. Donc est-ce que j'en tiens compte? Pas forcément. En fait, Alexandre a bougé légèrement pendant l'acquisition. Donc ici, pour repositionner plutôt en arrière pendant l'acquisition, on voit un gros pic de mouvement ici, et après il est resté stable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça me permet de faire le tri entre le centre de pression que j'ai vu au départ, et là je vois les mouvements, et je vois qu'il y a eu un mouvement assez net à un moment donné. Donc soit si je suis en cabinet, je peux refaire l'acquisition, soit là je vais juste pas l'interpréter. Là on voit bien que ces graphiques-là, ils ont un intérêt assez important sur la modération de ce qu'on voit aussi à l'écran. Ça, on estime que ce n'était pas logique par rapport à la posture de notre patient. Donc là, je reviens sur l'acquisition. Et donc, quand on parle de communication, c'est ce qu'on va évoquer ensemble la prochaine fois. Donc, on l'abordera une nouvelle fois la prochaine fois. N'oubliez pas de commenter ce que vous voyez à l'écran. Vous avez un onglet notes de mesure en bas à gauche. Donc, notez là toutes les notes de la mesure globale que vous voyez à l'écran. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce cas-là? On peut mettre poids du corps porté à droite. Vous mettez ça, et quand vous imprimez votre document, vous mettez un petit coup de surligneur, poids du corps porté à droite, et vous surlignez 55%. Vous mettez en avant des données. Vous avez aussi un petit onglet, l'équerre là, qui est en haut à gauche, la petite équerre. Vous allez pouvoir cliquer dessus et rajouter des commentaires plus précis. Donc, soit vous mettez un commentaire global sur l'ensemble de la mesure, soit, ou vous pouvez mettre les deux, bien entendu, vous mettez aussi un commentaire précis sur la mesure. Donc là, les deux vont être intéressants sur cette première communication. Donc si vous allez dans note de la mesure, là, si je mets poids du corps porté à droite, ça va s'imprimer sur mon document. En termes de
commentaire précis, je clique sur la petite équerre. Donc là, je vais relativement vite puisqu'on l'avait expliqué lors du premier webinaire, mais n'oubliez pas que vous avez une notice d'utilisation aussi sur votre logiciel où l'ensemble des options sont expliquées à l'intérieur. Petite équerre, vous cliquez sur commentaire. Donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté à l'écran, même si ce n'est pas forcément très lisible, hein, donc c'est pour ça que je le redis à l'oral. Petit commentaire, perte de pression, première tête métatarsienne. Et donc ça, quand je vais l'imprimer, eh bien, je vais mettre une donnée en avant pour l'ostéopathe avec qui je travaille, qui puisse travailler sur cette zone-là. Alors peut-être que le défaut vient de la tête fibulaire ou d'un autre endroit hein, qui provoque un défaut sur le premier rayon. Donc moi, je ne m'avance pas en tant que podo et non en tant qu'ostéopathe, mais je mets en avant une différence droite-gauche. Deuxième petit commentaire que je peux mettre, au niveau de la perte de pression du cuboïde à gauche également. Voilà, donc là j'ai précisé mon acquisition, c'est-à-dire que l'acquisition, j'ai mis un commentaire global, donc j'ai mon titre de l'acquisition bilan podologique, j'ai mon commentaire global poids du corps porté à droite, je vais pouvoir aller mettre un petit coup stabilo sur poids du corps porté à droite, à l'impression, et surligner 55%, 42 kg, pour mettre en avant une donnée. Donc non seulement je montre à mon prescripteur que j'ai un équipement, mais je montre que je sais interpréter et analyser les données, ce qui est vraiment non négligeable. Ça, c'est commentaire global. Après, j'ai renseigné aussi deux commentaires précis que vous pouvez voir peut-être à l'écran. Ne vous inquiétez pas, on remettra en avant tous les documents qu'on peut fournir à la fois à nos patients et aussi à nos prescripteurs la prochaine fois quand on parlera de volet communication. Là, un petit commentaire précis, perte de pression sur la première tête à gauche et perte de pression sur mon cuboïde à gauche. Donc, je mets en avant des troubles que j'ai pu voir avec la Prescam, avec votre analyse baropodométrique. D'accord? Donc ça, c'est le premier jet. Maintenant, une fois que j'ai mis en avant ces troubles-là, je vais aller tester mon plan d'appareillage et je vais voir si j'ai une évolution favorable ou défavorable ou neutre. D'accord? Donc si j'ai une évolution neutre, c'est-à-dire que si j'apporte pas d'intérêt, je ne vais pas mettre la correction, en tout cas pas tout de suite. Si j'ai une information favorable, donc je valide mon plan d'appareillage, je vais pouvoir le mettre sur ma semelle. Et si j'ai une évolution défavorable, évidemment, je ne vais pas le mettre, ça n'empêchera pas de le retester sur des prochains rendez-vous de contrôle. D'accord? Donc là, on va du coup réaliser une nouvelle acquisition avec notre plan d'appareillage supposé. Donc pour ce faire, je retourne du coup dans le volet acquisition. Je ne recrée pas un nouveau bilan podologique parce que ça fait partie de mon premier bilan podologique, mon bilan podologique initial, mais je vais créer directement une nouvelle acquisition que je vais directement commenter en renseignant à l'intérieur ce que j'ai testé comme correction pour pouvoir me la retrouver dans les données. Donc je retourne dans l'acquisition, je clique sur nouvelle acquisition, de nouveau une posture, et là directement dans note de la mesure, avant d'oublier, je vais noter directement l'ammonalement de correction sous styloïde droit. Comme ça, je sais ce que j'ai testé comme correction, et donc le nouveau rendez-vous de contrôle un mois plus tard, renouvellement un an plus tard, je pourrais revenir à la même acquisition, à cette acquisition d'aujourd'hui et savoir exactement ce que j'ai contrôlé, ce que j'ai testé comme élément de correction. Donc là, on va replacer Alexandre sur la plateforme. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, évidemment, là on a expliqué pas mal de choses, donc ça a pris du temps, donc je ne vais pas laisser Alexandre sur la plateforme comme ça en immobile pendant 5 minutes, 10 minutes. Votre patient, là vous enchaînez les deux, vous voyez votre poids du corps à droite, vous voyez les pertes de pression, vous les commentez, vous imprimez vos documents si vous le souhaitez, et dans la foulée, vous testez vos petits éléments dans les mêmes conditions, avec votre patient dans les mêmes conditions, dans la même position, et vous comparez ensuite les deux. Là, on le fait un peu différemment pour la démo. Donc là, je replace Alexandre. Donc là, j'avais anticipé, j'avais des petits éléments de correction dans la poche. Donc moi, c'est ce que je vous conseille en cabinet. Hein. Vous avez les petits éléments que vous utilisez plus souvent, que vous gardez dans la poche de votre blouse, et vous les sortez, vous sortez votre arme en fonction de ce que vous avez vu sur la première acquisition. Donc là, j'avais anticipé en ayant
un sous capital total, un sous stylo ou un sous cubo en fonction de ce que je voulais corriger. Donc là, on va placer notre sous stylo sous la styloïde du pied droit et on va relancer une acquisition et voir si on a une différence satisfaisante ou non. Je lève juste le talon à droite, s'il te plaît. Donc tu vas chercher les pieds avec les mains comme tout à l'heure. Tu te redresses. Donc, de la même façon, tu te relâches bien droit devant, relâche bien les bras, et on est reparti pour 10 secondes à nouveau. Ok, je te remercie, tu peux descendre. Donc là, j'ai directement recentré mon image par rapport à tout à l'heure. Donc déjà, confirmation que vraiment l'intérêt de regarder les graphiques aussi en postural est important. Parce que la confirmation, c'est ce qu'on voit avant de faire la comparaison par rapport à l'acquisition tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est que le centre de pression est beaucoup plus intérieur que l'acquisition première. Donc on voit bien que le petit mouvement rétro qu'on a eu tout à l'heure pendant l'acquisition, il était un petit peu parasite, donc on ne l'interprète pas. Parce que là, l'élément de correction que j'ai testé, il n'y a aucune raison qu'il intériorise le centre de pression dans sa globalité. Donc on voit bien que c'était juste un petit mouvement parasite pendant la première acquisition. Donc c'est important de ne pas aller de façon brutale dans l'acquisition, dans l'interprétation de vos données, sans avoir contrôlé tous les paramètres. Donc là, une fois qu'on a ça, on a recentré notre empreinte, on a replacé, d'ailleurs qui est un petit peu trop postérieur, la ligne blanche. Si on veut l'enlever, on fait juste un clic. Là, pour l'instant, elle nous perturbe. Vu que le centre de pression était plutôt bien placé en antéro-postérieur, je n'ai plus besoin de cette ligne blanche, donc je clique une seule fois dessus et je la fais disparaître, pour pas qu'elle me casse l'œil. Donc une fois que j'ai ça, maintenant, je vais vouloir comparer évidemment cette acquisition avec l'acquisition précédente, pour voir si on a une évolution favorable ou défavorable. Donc ce que je vous conseille de faire, vous revenez systématiquement sur votre première acquisition et vous allez comparer avec la deuxième. Ça mettra les acquisitions dans le bon ordre à l'impression, ce sera plus logique à l'impression. Donc là, vous retournez dans l'acquisition, vous recherchez, vous remettez sur votre première acquisition. Donc le processus est assez simple, vous retournez dans l'acquisition, vous faites rechercher, donc en faisant rechercher, vous voyez qu'ici on a le bilan podologique d'aujourd'hui, les deux acquisitions réalisées ce jour. Donc vous vous remettez sur la première acquisition de 13h14. Donc là, je me suis remis sur la première acquisition et je vais pouvoir aller dans l'onglet comparaison et comparer avec la deuxième acquisition. Tac. Donc là, la première chose, vous allez avoir à l'écran vos deux acquisitions. Donc, première acquisition sans élément de correction avec les petits commentaires que vous avez renseignés. Deuxième acquisition, dans les petits commentaires, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelles corrections vous avez renseignées pour pouvoir vous y retrouver. Ensuite, la première chose que vous allez comparer, ça va être quoi? Ça va être les répartitions. Alors, c'est plus les points de pression que vous allez comparer là maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez mis un élément sous votre pied. Donc, les points de pression vont être perturbés. Sachant que l'élément, il ne va pas être posé comme ça brutalement sous le pied sur votre semelle. Ce n'est pas ça que vous allez contrôler. C'est plutôt les évolutions de la position du centre de pression et les évolutions droite-gauche. Donc là, premier contrôle comme ça, on voit plutôt une évolution favorable, dans le sens où on a 55% à droite, avec l'élément de correction, donc ça confirme que tout élément de correction placé en unilatéral va avoir tendance à pousser la poussée, on va dire, pousser le poids, entre guillemets, sur le côté opposé. Donc c'est ce que ça se confirme ici, c'est-à-dire que j'ai mis un élément sous styloïdien sur le côté droit, au lieu des 55% à droite du départ, je vais avoir 52 maintenant. Ça ne veut pas dire que j'ai une validation définitive, ça veut dire que ça va plutôt dans le bon sens, a priori. Okay, donc, je n'ai pas une invalidation. Si j'ai un contresens, ou si j'ai pas d'évolution du tout, c'est-à-dire qu'à 55, j'étais à 55, je suis passé à 55, donc pas d'évolution, contre-production. Ou alors une contre-production carrément avec un effet opposé. Ça va arriver aussi. Donc, on va avoir un phénomène d'invalidation de correction. Donc ça, c'est le niveau un peu débutant, on va dire. C'est déjà la première chose, savoir comparer deux acquisitions et comparer les données brutes, c'est-à-dire le poids du corps droite-gauche et la position du centre de pression, seulement. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin.
Ça, pour le niveau un petit peu plus expert, vous avez un petit carré ici en haut à droite de votre logiciel qui s'appelle comparaison des données posturographiques. Donc là, vous allez pouvoir comparer les fameuses analyses de la trace. Donc l'analyse de la trace, c'est quoi? C'est les mouvements du centre de pression. Est-ce que j'ai plus bougé ou moins bougé? Parce que je peux être en moyenne à 50-50, mais avoir bougé davantage. Donc, si j'ai bougé davantage, ça veut dire que posturalement, je suis moins stable que la première acquisition. Donc ça, c'est une deuxième méthode de validation supplémentaire, un peu plus poussée que juste la comparaison des points des poussées de pression entre pied droit et pied gauche. Ça va un petit peu plus loin. Donc pour ce faire, on ouvre ça, et donc là, on a une deuxième option qui valide à nouveau notre plan d'appareillage. Donc là, on a validé notre solution d'appareillage. Pourquoi? Parce que là, les chiffres ne sont pas forcément lisibles pour nous, donc je vous les lis à voix haute. On va avoir, alors sans forcément regarder l'ensemble des chiffres, on va avoir la surface en millimètres carrés, c'est-à-dire que c'est la surface sur laquelle votre centre de pression s'est déplacé. On va avoir la longueur qu'il a parcourue, et à la fin, on va avoir la vitesse moyenne de déplacement. Donc, c'est trois facteurs qui sont signes de stabilité posturale. Donc la surface en millimètres carrés, sur la première acquisition, il s'est déplacé à 29 mm². Deuxième acquisition, à 10. Donc on a divisé par 2. En longueur parcourue, on était à 31, on est passé à 17. Donc pareil, on a diminué d'un fort facteur. La vitesse moyenne, on était à 2,9, on est passé à 1,6. Donc on se déplace également moins vite. Donc c'est tous des signaux de stabilité posturale. Encore une fois, à nuancer avec vos tests cliniques que vous faites aussi si vous avez fait des formations de posturaux, il y a des tests cliniques pour valider les corrections, mais c'est un test supplémentaire, okay, là qu'on refera aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a eu ce petit, n'oubliez pas qu'on a eu ce petit mouvement parasite lors de la première acquisition qui a augmenté un petit peu les déplacements, hein, donc, mais c'est pour vous expliquer vraiment la fonctionnalité de logiciel. Bien sûr, quand vous voulez imprimer ça, ça ne va pas imprimer juste le carré de façon brute, ça va vous imprimer le rapport avec les deux acquisitions côte à côte et les données en dessous. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc les deux acquisitions côte à côte, les données en dessous. Donc là, eh bien, ça, si vous avez quelque chose de vraiment parlant pour vos prescripteurs, pour vos patients et pour d'autres praticiens avec qui vous travaillez, vous allez vous surlignez l'élément de correction que vous avez testé, vous surlignez certaines données posturographiques en dessous et vous montrez en fait que plus les chiffres sont bas, plus la stabilité est bonne. Rien ne vous empêche de remarquer un petit commentaire dessus. Amélioration de la stabilité posturale avec l'élément de correction. Là, vous allez valider votre élément de correction, en l'occurrence, qui est un élément sous stylo, côté droit, là, dans ce cas-là, dans cet exemple-là. Ok, donc là, on va fermer notre analyse. Tiens, Alexandre, si tu peux jeter un œil, voir si on a des questions avant de passer à l'étape suivante. C'est tout bon. C'est tout bon. J'espère que ça a été clair. Et bien maintenant, on va passer sur la dynamique. Donc avant d'aller trop loin dans la dynamique, je voulais juste vous expliquer 2-3 petites notions sur des courbes avant d'aller un peu plus loin. Donc rapidement. Hein. Tac. Je ne sais pas si Alexandre, on voit bien l'écran. Ça a l'air d'être pas trop mal. Oui, c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas trop mal, donc je vais me positionner plutôt de ce côté-là, ça sera peut-être un peu mieux. Un petit zoom. Donc là, juste avant, rapidement, hein, parce que comme vous le savez, la plupart d'entre vous, vous m'avez peut-être déjà même rencontré lors des formations physiques, une formation d'un outil barométrique, ça prend une journée, hein, donc c'est plus long que juste une intervention comme ça d'1 heure, mais là c'est vraiment les bases à connaître. Donc on a une première courbe à connaître, c'est la courbe de force, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est l'évolution des forces sur la durée d'un pas. Avant d'aller un peu plus loin sur l'interprétation des données dynamiques, il faut connaître ce genre de courbe. Donc la courbe, c'est quoi? Quand on pose le pied au sol, on va avoir les forces qui vont augmenter. Le mouvement de pronation qu'on va avoir lors de notre foulée va faire que les forces vont diminuer. Les forces vont augmenter avec la mise en tension musculaire du long fléchisseur d'hallux, du tibial postérieur, tibial antérieur. Ça va refaire monter les forces. Et on se crée une double parabole, en fait. Hein. Donc ça, c'est la foulée physiologique qu'on va pouvoir observer avec cette fameuse double parabole. Donc ça, il faut connaître. C'est une courbe que connaissent les chirurgiens, que connaissent les kinés du sport, certains ostéos, etc. Donc ça va être important à connaître. À savoir que cette courbe-là, évidemment, vous pouvez la diviser en 3, hein, avec la phase taligrade, la phase plantigrade et la phase digitigrade. Ça va être les 3 couleurs qu'on a là ici à l'écran.
Savoir également, vous pouvez aussi la couper en deux entre le travail de l'avant-pied et le travail de l'arrière-pied. Le travail de l'arrière-pied, la courbe bleue ici, la courbe jaune, le travail de l'avant-pied. Donc ça, c'est une courbe à connaître déjà. Après, donc une fois qu'on connaît ça, on a toutes les courbes pathologiques, on ne va pas toutes les expliquer aujourd'hui. Hein, les deux courbes les plus connues, les deux pathologies les plus connues, ça va être assez simple. On va avoir le pied valgus de l'enfant, ou valgus de l'adulte dans beaucoup de cas aussi. On va avoir le début qui va être pareil, c'est-à-dire que les forces vont monter au niveau de l'attaque du pas. La propulsion va se faire la pronation, pardon, va se faire de façon excessive, donc on va avoir une perte de force excessive. Donc la première parabole va descendre davantage. Vu qu'on a un manque de tonicité musculaire au niveau de la phase de reprise musculaire, la deuxième parabole va être beaucoup plus effondrée et va finir un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est une première situation clinique qu'on va avoir en cabinet. Deuxième situation clinique, la courbe violette, un pied très creux, très peu mobile. Mais ce qui va se passer, c'est que vu qu'on n'a pas ou peu de phénomène de pronation sur la face plantigrade, la courbe va très peu s'infléchir, voire pas du tout. Et donc on va avoir un pas à la fois plus court et qui va avoir plutôt une monoparabole, donc qui va être signe d'instabilité également. Donc ça, c'est un peu les notions à connaître. Vous l'avez vu, c'était vraiment rapide, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans l'explication de la dynamique. Après, évidemment, on aura d'autres courbes. Hein. Il y a la fameuse Lamphie, que je vous expliquerai un petit peu aussi. Il y a la Gatline, toutes ces choses-là que vous savez un petit peu interpréter, qu'on va aborder là, dans la foulée. Donc, on revient sur notre press-cam. Donc, là, on va reprendre notre cobaye. Donc là, ce qu'on appelle dynamique multiple. On va voir que dynamique vidéo, c'est vraiment quand tu as un côté vraiment en communication avec la vidéo qui peut être synchronisée. Dynamique multiple, ça sera plus cohérent par rapport à, à l'analyse pure, c'est-à-dire qu'on va avoir une foulée qui sera plus proche de la normalité, de sa normalité à lui, de sa régularité à lui. Donc ça, on l'a déjà expliqué lors du précédent webinaire. Si vous voulez revisionner pour regarder ce protocole d'acquisition, n'hésitez pas à le faire. On va le faire un peu plus rapidement. Donc Alexandre, je vais juste te demander de faire des allers-retours sur la plateforme. Tu marches comme tu marches d'habitude, naturellement. Donc, peu importe si c'est pied droit ou pied gauche, juste à peu près centré à l'intérieur de la plaque. On va décaler un tout petit peu le temps de l'acquisition, la caméra, qu'on puisse faire l'acquisition comme il faut. Tac. Légèrement décalé. Et on est parti. N'hésitez pas à faire le tri au fur et à mesure des acquisitions. Donc, la courbe que je viens d'expliquer là, la fameuse courbe de force, c'est la courbe qui va s'afficher sur votre écran blanc ici. Donc la courbe de force va s'afficher. Donc si vous voyez que la foulée n'est pas du tout normalisée, c'est-à-dire qu'il a hésité un petit peu avant de marcher dessus, vous pouvez faire un clic droit et supprimer dans la foulée. C'est parti. Je vais le mettre de ce côté-là. Je te remercie, ça sera suffisant. Donc là, je ne vais pas revenir trop longuement sur le protocole d'acquisition une nouvelle fois, parce qu'on l'avait déjà abordé la dernière fois. Donc là, on va juste prendre le soin de sélectionner Donc là, je reviendrai s'il y a des questions sur le protocole d'acquisition un petit peu plus tard, mais n'hésitez pas à visionner la vidéo précédente. Une fois qu'on a validé notre foulée, là, on va avoir des choses à contrôler par rapport à ce qu'on vient d'observer en statique déjà, et surtout par rapport au reste de l'examen clinique qu'on avait observé les fois précédentes. Donc ce qu'on voulait absolument contrôler, ce sont les points de pression déjà au niveau de la foulée. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe qu'on a un phénomène d'hyperpression sur la deuxième tête métatarsienne, surtout au moment de la phase digitigrade. On voit bien le point rouge là ici. Et on a le petit m, c'est l'endroit où il y a le plus de pression qui est vraiment situé sur la deuxième tête métatarsienne, en sachant qu'on avait vu en statique quand même une perturbation du premier rayon. Donc est-ce que le premier rayon un petit peu perturbé
nous donne ce phénomène d'hyperpression, c'est une probabilité et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pu voir avec nos yeux nus les fois précédentes. Par contre, ce qu'on voit, donc ça c'est par rapport au point de pression. Donc là, si on avait loupé des petites choses en clinique, on revient dessus. Vraiment, on va avoir des infos supplémentaires. Parce qu'on a aussi ce phénomène d'hyperpression là sur la deuxième tête métatarsienne. Certains d'entre vous le savent déjà. On va avoir plusieurs raisons à ce phénomène d'hyperpression. Donc soit, comme je viens de dire, un phénomène de blocage un petit peu articulaire du promérion qu'on a supposé sur la première acquisition. Ça, on peut avoir aussi des phénomènes soit d'impotence fonctionnelle du promérion, c'est-à-dire que le promérion ne propulse pas suffisamment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, parce qu'on voit vraiment la gate line, c'est-à-dire la ligne blanche qui vient bien repropulser sur le promérion. Donc on n'a pas de phénomène d'impotence fonctionnelle. Donc la troisième option qui nous reste, donc première option, blocage articulaire, deuxième option, impotence, troisième option, des phénomènes de ce qu'on appelle d'épine irritative des sésamoïdes, c'est-à-dire une petite inflammation qui s'est créée sous les sésamoïdes, qui fait que ça perturbe un peu la propulsion et qu'on a des phénomènes d'hyperpression plutôt sur la deuxième. Donc ça se vérifie très facilement en clinique. Vous faites une flexion dorsale de votre gros orteil, du patient évidemment, et vous allez exercer une pression sur les sésamoïdes. Si c'est algique, si c'est douloureux, là vous avez un phénomène d'irritation en fait, des sésamoïdes et il va falloir les décharger dans votre appareillage, c'est-à-dire apporter soit du mou sous la première tête, soit du dur en arrière, ou les deux, pour soulager cette zone-là afin d'effectuer une meilleure propulsion. On sait qu'on a une gonagie gauche. Donc, si on a un promérion perturbé à gauche, il peut avoir un lien direct entre cette gonagie et ce souci de propulsion. Donc là, c'est une piste de travail, une nouvelle piste de travail qu'on observe. Donc là, on va pas forcément le faire caméra, mais je vais juste le regarder. Je vais faire une flexion là, de ton gros orteil, juste pour voir si ça te crée une douleur. Pas forcément en face caméra, mais juste pour voir. Ça va ou ça va. Pas de douleur? Non. Donc là, on a fait un peu en off, pas face caméra, hein, mais en gros, on fait une flexion dorsale du gros orteil, on va venir chercher les sésamoïdes, ça ne provoque pas spécialement de douleur, donc on a vraiment un phénomène d'hyperpression qu'on va juste contrôler en prévention en adaptant les matériaux qu'on va utiliser en avant-pied, sans forcément avec une correction en particulier, c'est-à-dire qu'on va arrêter notre base d'appareillage en arrière des têtes méta, et on va pouvoir par contre changer la matière utilisée sur la deuxième tête par rapport aux têtes latérales, première, quatrième, cinquième. Donc ça, juste en prévention, et puis dans le doute, on enverra quand même en ostéopathie pour contrôler un petit peu ce promérion et ce pied gauche par rapport à ce qu'on a vu en statique. Après, les suppositions qu'on avait fait par rapport à nos étapes statiques et dynamiques de la semaine dernière se retrouvent pas forcément ici, parce qu'on a, vous voyez la gate line est plutôt normalisée. Donc on a une attaque en postérolatérale, un petit mouvement de pronation, on vient propulser sur le premier rayon. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce phénomène d'hyperpression là sur la deuxième tête. Par contre, on n'a pas spécialement de phénomène de pronation majoré sur le côté gauche, contrairement à ce qu'on avait potentiellement supposé. Donc n'hésitez pas à faire du point par point sur cette image-là aussi, avant de réaliser votre impression. C'est-à-dire que vous pouvez dérouler, soit vous cliquez sur le petit curseur play et vous allez dérouler votre foulée. Donc ça, pour expliquer à votre patient, ça peut être intéressant. Soit vous pouvez recliquer sur pause et aller faire du point par point. Du point par point avec les petits curseurs ici. Donc là, ça va vous permettre de mettre en avant ce phénomène d'hyperpression des deuxièmes têtes métatarsiennes bilatérales sur la phase digitigrade, c'est-à-dire au moment de la poussée. Donc, rien ne vous empêche d'imprimer à ce moment-là et d'aller mettre dans vos commentaires hyperpression de la deuxième tête métatarsienne en phase digitigrade à ce moment-là. Par contre, pour l'instant, on n'a pas mis en avant de foulée excessivement pronatrice. Donc là, ça, on reviendra dessus la semaine prochaine par rapport à la communication prescripteur. Hein. Comment vous pouvez imprimer, qu'est-ce que vous mettez dans le commentaire, on refera un point sur tout ça. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment, on ne va pas éplucher l'entièreté de la plateforme, parce que là, il faudra la journée entière. Hein. Là, c'est vraiment les bases de ce qu'il faut contrôler en priorité par rapport à notre patient, par rapport à notre examen clinique. Qu'est-ce qu'on voulait contrôler également? C'était la stabilité droite-gauche par rapport à cet antécédent traumatique qu'on avait eu. Donc ça, on va aller voir directement les courbes. Donc là, ce qu'on voit sur les courbes là, c'est les courbes que je viens de vous expliquer sur le PowerPoint avant, sur le petit slide avant, c'est-à-dire les évolutions des forces dans le temps.
Donc ce qu'on voit ici, c'est que le pied droit, il fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on a une très jolie double parabole, avec le début de la foulée, on redescend bien avec la phase de pronation, on remonte bien, on redynamise bien les forces sur la phase de propulsion, et ça se réalise un petit peu moins bien sur le pied gauche, c'est-à-dire qu'on voit bien le début de la courbe, on redescend un petit peu, puis on recommence à remonter un petit peu et on repart. Donc on a une courbe un petit peu. Alors même si vous ne connaissez pas par cœur toutes les courbes, vous voyez bien la différence droite-gauche. On avait supposé un manque de proprioception sur la foulée gauche, qu'on retrouve là. C'est-à-dire qu'on retrouve une courbe. Maintenant vous connaissez la courbe physiologique, vous pouvez la comparer à la courbe physiologique, vous voyez qu'elle est un petit peu en dehors des normes sur le pied gauche, alors que le pied droit, ça fonctionne très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une foulée qui est un petit peu perturbée sur le côté gauche, donc à votre appareillage de venir stabiliser un petit peu cette foulée, et j'ai envie de dire, faire un petit peu de travail de proprioception sur le côté gauche, ça va être intéressant, et aussi l'intervention de l'ostéo qui va venir fluidifier un petit peu cette foulée s'il y a des petits blocages articulaires, et à refaire le test derrière, je suis sûr qu'on va obtenir une courbe différente. Donc ça, c'est vraiment la première acquisition de la courbe de force. Après, on a plusieurs autres courbes qui vont être intéressantes à contrôler. Là, il nous reste pas énormément de temps, donc on va passer quand même relativement vite dessus, mais n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions. Cette courbe-là, on peut aussi la scinder en deux, c'est-à-dire qu'on va voir le travail de l'arrière-pied et le travail de l'avant-pied. Donc on va pouvoir voir, est-ce qu'on a un défaut plutôt d'arrière-pied ou plutôt un défaut d'avant-pied. Donc là, les petites lignes que vous avez à l'écran, on les replace au niveau des styloïdes. Et là, ça ne met pas spécialement grand-chose en avant, hein. On met juste en avant que la courbe de l'avant-pied, elle monte de façon progressive et elle redescend assez brutalement. On n'a pas une courbe très harmonieuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter les corrections trop importantes en rétrocapitale. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'avant-pied est assez raide. Si on a un avant-pied assez mou, on va avoir une courbe qui est beaucoup plus uniforme, c'est-à-dire qui est beaucoup plus affaissée et arrondie. Si on a une courbe qui monte relativement vite et qui redescend de façon assez brutale, on a un avant-pied plutôt raide. Donc attention aux corrections rétrocapitales type ARC, BRC. Pas trop importante, surtout en sport. Donc là, on voit plutôt un avant-pied assez raide, donc on va privilégier les matériaux techniques plutôt que les corrections brutales en arrière-pied, en rétrocapitale, pardon. Ça nous apporte quand même une information intéressante. Par contre, au niveau des arrière-pieds, on voit que les deux réagissent à peu près de la même façon. La différence de courbe, pour moi, elle est plutôt due à un manque de proprioception que vraiment une instabilité d'arrière-pied ou d'avant-pied. On va pouvoir bien conformer tout ça. Donc ça, c'est une courbe également qui existe. Je vous l'expliquer très brièvement, parce que là, ici, elle ne va pas nous apporter grand-chose dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle la courbe Lamphie, c'est-à-dire que c'est les évolutions, la comparaison des forces médiales avec les forces latérales. Donc on est censé, sur une foulée, avoir un équilibre qui se crée entre les forces médiales et les forces latérales. Donc là, on va pouvoir, je ne sais pas si on voit de façon très nette à l'écran, on va pouvoir comparer l'évolution de ces forces. Donc, une fois que j'attaque le talon au sol, j'ai mes forces médiales qui vont s'activer pour contrôler le mouvement de pronation. Ensuite, j'ai mes forces latérales qui vont s'activer, je reviens en médial et je vais propulser avec mes forces médiales, ce qui est une courbe normée, physiologique. Là, l'intérêt de ça, c'est pas de vraiment regarder avec précision si ça colle à la norme, c'est vraiment de comparer si vous voyez une différence droite-gauche, notamment sur des antécédents traumatiques de cheville plutôt. Là, on a plutôt un antécédent traumatique osseux au niveau tibia-fibula. On n'a pas vraiment, si on avait une ligamentoplastie de cheville ou une entorse grave de cheville, on va avoir souvent des forces médio-latérales qui sont perturbées. Donc si vous voyez une perturbation des forces médio-latérales, avec le pied traumatisé qui est vraiment plus instable que le pied sain, là vous allez pouvoir mettre ça en avant plutôt pour le côté rééducation avec le kiné. Là on ne voit pas spécialement de différence droite-gauche, donc on ne le met pas spécialement en avant. Par contre on avait vu une différence sur la courbe de force, pour le coup, qui pouvait s'expliquer, donc qui confirme notre supposition clinique de manque de proprioception sur le côté gauche. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir débriefer, parce qu'on a bien mangé le temps déjà. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, on va tout résumer ça la semaine prochaine, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début, la validation et les invalidations qu'on a pu voir avec la PRESCAM. Et puis la conséquence, c'est-à-dire la préparation de notre plan d'appareillage définitif
et comment communiquer avec les différents prescripteurs. Donc, on fera tout ça la semaine prochaine. Donc là, on a des idées claires par rapport aux corrections qu'on va mettre en place. Et on va pouvoir préparer tout ça la semaine prochaine ensemble et voir comment communiquer avec les différents prescripteurs. S'il n'y a pas de questions, on va vous laisser et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi. À bientôt, à la semaine prochaine.